À la une de l'actualité ce soir, c'est fini pour le sommet sur le 7e traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé. 4 nouveaux accords sur le cinéma, l'économie numérique, les postes et l'autonomisation des jeunes et des femmes. Quel est le calendrier de mise en œuvre de ces accords? Quel bilan faire des précédents accords? Et quel est le degré d'engagement des deux pays? On en parle dans ce journal. Et dans ce journal, la journée mondiale contre les hépatites, elle fait partie des maladies mortelles, mais elle tue souvent dans le silence parce qu'elle est méconnue. Ce 28 juillet lui est donc consacré. L'Organisation mondiale de la santé souhaite attirer l'attention sur la faible couverture du dépistage et des traitements. Qu'en est-il de la maladie au Burkina Faso? Quel est le plateau technique disponible pour son dépistage et son traitement? Explication à suivre dans cette édition. Et dans cette édition, la fin en Afrique du Sud du sommet 2018 des BRICS, regroupant les principaux marchés émergents comme le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Ce sommet a réuni les dirigeants des pays des BRICS, mais aussi des délégués des milieux d'affaires et des représentants de pays tiers tels le Togo et le Rwanda. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. 4 nouveaux accords de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Le 7e traité d'amitié et de coopération entre les deux pays a permis de signer des accords dans le domaine du cinéma, des postes et l'économie numérique, mais aussi l'autonomisation des jeunes et des femmes. L'objectif étant la facilitation des échanges entre les deux pays. Vincent Tiendrebego. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso étendent leur domaine de coopération. À l'issue du sommet des chefs d'État, 4 nouveaux accords ont été signés. Le premier concerne une coopération dans le domaine cinématographique et le deuxième est relatif à une coopération en matière d'économie numérique et de postes. La Côte d'Ivoire, c'est un pays côtier et donc les câbles sous-marins arrivent aux côtes ivoiriennes. Donc il s'agira pour nous de nous associer avec la Côte d'Ivoire et d'acheter la capacité moins chère directement avec les opérateurs de câbles sous-marins et de permettre à nos opérateurs de redistribuer l'Internet à un coût accessible parce qu'ils auront une grande capacité à un prix acceptable. Il s'agit aussi, dans le cadre de ce protocole d'accord, de restructurer les services financiers postaux de sorte à faciliter le transfert financier entre nos deux pays. Les deux pays ont décidé de mettre en place un fonds de l'amitié ivoiro-burkinabé qui finance les projets intégrateurs portés par les jeunes. C'est l'objet du 3e accord signé par les deux parties. C'est un début. Nous avons mis de chaque côté des deux États 500 et 100 millions, ce qui fait un total de 200 millions. Au niveau du Burkina Faso, nous avons financé 5 projets sur une demande d'environ 400 et quelques. Nous avons voulu faire une différence avec les autres fonds du ministère pour donner des montants substantiels qui permettent de réaliser des projets innovants et intégrateurs. Les femmes ne sont pas en reste. Un autre fonds de l'amitié ivoiro-burkinabé est créé et les deux pays se sont accordés sur les modalités de son fonctionnement. Nous avons pu obtenir 250 millions de chaque partie que nous allons ouvrir un compte, mettre là-bas et avec un comité paritaire pouvoir étudier les dossiers et mettre en œuvre ces fonds. Et ces fonds sont dédiés aux femmes qui sont porteuses de projets intégrateurs et ces projets devraient travailler sur le Burkina et sur la Côte d'Ivoire. D'autres projets d'accord devront connaître des études approfondies avant d'être signés. Alors, quel bilan faire des précédents accords et quel est le niveau d'engagement des deux pays? Des questions mais aussi des réponses avec Niakitida. Après environ 2 heures de travaux entre les exécutifs ivoiriens et burkinabés, le communiqué final qui en découle note avec satisfaction la mise en œuvre des engagements et recommandations de 2017. L'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, par exemple, est une réalité. La Côte d'Ivoire est déjà sur 115 km. Le Burkina Faso va entrer bientôt dans la danse. Nous œuvrons avec le partenariat de groupes chinois pour que le premier tronçon qui va de Ouagadougou à Pouni, aux encablures donc de Koudougou, sur près de 110 km, pour que ce tronçon puisse démarrer en 2019. D'autres engagements pas des moindres et qui connaissent des avancées significatives, ce sont les tarifs de Air Burkina à l'aéroport d'Abidjan, l'augmentation des hydrocarbures pour le Burkina Faso et dans le domaine de l'enseignement, les diplômes seront délivrés désormais à temps.
constate dans le domaine de l'éducation les diplômes des élèves burkinabés qui traînaient à être délivrés, qui prenaient des années. Maintenant, c'est bon. Les diplômes sont livrés à temps, délivrés à temps, ce qui permet aux jeunes burkinabés de pouvoir s'inscrire dans les universités burkinabées ou de pouvoir s'inscrire pour les concours au Burkina. Sur le Air Burkina qui arrive à l'aéroport d'Abidjan, les tarifs étaient jugés élevés. Il y a une baisse de 30% qui a été constatée. On demande encore qu'il y ait des efforts. Sur les hydrocarbures, la fourniture des hydrocarbures par la société ivoirienne de raffinage, donc il y a un accord qui a été trouvé avec la Sonabi et donc qui devait permettre d'augmenter les quantités et les volumes. La réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya et son prolongement jusqu'à Tambao va connaître un redimensionnement. Nous avons aussi discuté de la convention de réviser avec Citaraï, puisque vous savez que l'Assemblée devait ratifier cette convention, mais compte tenu de la situation au sein du groupe Bolloré, nous avons été de retirer ce dossier qui sera probablement resoumis en discussion lors de la session du mois de septembre. Pour le Burkina Faso, la 7e conférence au sommet des chefs d'État et du gouvernement est satisfaisante et l'on pense déjà au 8e TAC, traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé, prévu en juillet 2019 à Ouagadougou. En attendant l'ouverture de cette autre rencontre sous-régionale, les travaux interministériels des pays membres de la CEDEAO et de la CEAC sur la sécurité est intervenu ce matin à Lomé au Togo. Les différentes parties accordent leur violon à la suite des travaux préalables du 10 et 11 juillet dernier passé, tenus également à Lomé. Il s'agissait pour les experts de définir des stratégies communes de renseignement et de poser les bases d'un système d'alerte. Notre envoyé spécial à Lomé, Ismaël Dilouma Sirima. Le regard tourné vers la même direction, les pays membres de la CEDEAO et de la CEAC abordent ensemble les questions sécuritaires en Afrique de l'Ouest et du Centre. Ils règlent ensemble les détails sur les sujets tels que la mise en place d'un mécanisme d'assistance bilatérale et multilatérale contre le terrorisme. Ils échangent aussi sur l'institutionnalisation du financement des activités liées à ce combat au niveau régional et interrégional. Les ministres et experts des différentes parties s'accordent également sur la conception d'une politique de surveillance commune. La stratégie commune existe au niveau de chaque région. Maintenant, il faut pouvoir mettre en synergie ces stratégies, avoir peut-être des programmes communs. Ça fait déjà une coalition des deux régions dans une force qui lutte contre le terrorisme. Et selon le ministre gabonais des Affaires étrangères, la réussite de cette politique passe par le renforcement des stratégies de renseignement, car cela devrait permettre de lancer des alertes à temps afin de venir à bout du terrorisme et de l'extrémisme violent. Maintenant, il faut pouvoir vraiment mettre en synergie tous les efforts qui sont faits de part et d'autre pour aboutir à réduire la marginalisation dans les régions, à réduire les frustrations dans les régions, à enlever l'appât qui permet le recrutement des terroristes. L'ensemble de ces points seront consignés dans un document et soumis au chef d'État et de gouvernement pour adoption ce 30 juillet. Un mot de santé dans ce journal. La journée mondiale contre l'hépatite célébrée ce 28 juillet offre l'occasion de sensibiliser le public et de mettre en lumière les solutions de dépistage et de traitement de la maladie. Au Burkina Faso, le sud-ouest est une des zones où le taux de prévalence de l'hépatite est élevé, 13% contre 4% environ pour la moyenne nationale. Une équipe de la RTB de Gawa s'est rendue au service des urgences de l'hôpital de Gawa. Constat avec Amidou Kipsi Nana. Nous sommes au centre hospitalier régional de Gawa. Ce patient en consultation souffre de l'hépatite virale. Âgé d'environ 40 ans, Filtou Recib a découvert son mal grâce à des examens médicaux approfondis alors qu'il souffrait de douleurs abdominales. Douleur du ventre, des côtes et des oreilles, ce sont les maux dont je souffre.
Ces douleurs abdominales persistent il y a 3 ans, raison pour laquelle je suis venu pour me faire soigner. Les infirmiers m'ont dit de faire des examens, notamment la radio. Après diagnostic, les infirmiers m'ont dit que mon foie a des problèmes. Ils disent que je souffre de l'hépatite. Les virus de l'hépatite désignés par les lettres A, B, C, D et E diffèrent selon leur mode de transmission. Les virus de l'hépatite B et C se transmettent par tous les liquides de sécrétion biologique, le plus souvent par contact sexuel et par le sang. Tu peux marcher avec une hépatite pendant des années, voilà, 20 ans, 30 ans, 40 ans, sans savoir même que tu as une maladie. Donc la mère transmet le virus à son enfant et peut-être c'est à l'âge de 20 ans, 30 ans qu'il va découvrir qu'il a cette maladie. Et le plus souvent c'est le découvert fortuite. La personne même n'a aucun signe, ne présente aucun signe, c'est lors d'un bilan général. Comme nous savons par exemple que la zone du sud-ouest, c'est une zone endémique, il y a beaucoup de cas d'hépatite, nous leur demandons, nous les expliquons et on leur demande de faire le dépistage systématique. Pour des cas d'hépatite, au moins une quinzaine de patients font des consultations par jour au centre hospitalier régional de Gawa. Le sud-ouest est l'une des régions du Burkina où le taux de prévalence de l'hépatite C est élevé. Pour l'hépatite C, nous avons sur le plan national une prévalence autour de 3,2%. Mais malheureusement, pour ce type qui est pas du tout bien pour la santé des populations, dans le pays, c'est le sud-ouest qui cumule en tête avec plus de 13%, pour une moyenne nationale de 3%, pour l'hépatite C. Célébrée le 28 juillet de chaque année, la journée mondiale contre l'hépatite vise à faire connaître les différentes formes de la maladie, à sensibiliser et à rappeler les mesures de prévention pour lutter contre la pathologie. Toujours en santé à Dori, dans le Sahel, cette journée de plaidoyer contre le paludisme et l'adoption de nouveaux vaccins contre la polio. La direction régionale de la santé, qui a voulu cette rencontre, a ciblé les autorités coutumières et religieuses, mais aussi les autorités administratives. Une rencontre pour expliquer à ces autorités les raisons de l'introduction de ces vaccins dans le programme élargi de vaccination, mais aussi les exigences que requièrent ces vaccins. Lazare Sanou, sur place à Dori pour les détails. Pour lever d'éventuels obstacles à la réussite de la chimioprévention du paludisme saisonnier et l'introduction du vaccin polio inactivé dans le programme de vaccination des enfants de moins de 5 ans, la Direction régionale de la santé du Sahel sollicite le concours des autorités administratives, religieuses et coutumières de la région. Nous attendons des autorités administratives, religieuses, coutumières et tout leader communautaire, porteur en tout cas de pouvoir de diffusion d'informations, à nous aider à passer le message sur la volonté du gouvernement à mieux protéger les enfants contre la poliomyélite après cette phase d'éradication que nous avons observée. Ici réunis, les participants s'informent sur les interventions en question, mais aussi sur leur rôle dans le processus. Cette rencontre va outiller les autorités administratives, religieuses et coutumières pour qu'elles puissent relayer l'information au niveau des populations. Et nous sommes là pour les accompagner et nous osons croire que cette action va tout mettre en œuvre pour renforcer les capacités au niveau de la région du Sahel en ce qui concerne la santé des enfants. Le lancement de la campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier et l'introduction du vaccin polio inactivé ont eu lieu respectivement les 19 et 20 juillet derniers. Dans l'actualité ce soir, au procès du putsch manqué ce samedi, l'adjudant-chef Bontchate Dibloni et le sergent Salif Kouliati. Le point des auditions avec Zoubaviel David Dabiri. Un coup de fil banal selon son émetteur et ce sont 3 destins qui basculent. Nous sommes dans la journée du 17 septembre 2015, alors que l'adjudant-chef Bontchate Dibloni s'attelle à la réorganisation de la sécurité des chefs d'État Macky Sall et Yahi Boni. Il reçoit un appel. C'est le lieutenant Daouda Kone, son supérieur. Le jeune officier l'instruit de contacter un mécanicien au garage du RSP en vue de porter secours à une équipe de patrouille en ville. L'adjudant-chef Dibloni se souvient d'un sergent nommé Yaya Guiré, spécialisé en mécanique. Il l'appelle et lui transmet les instructions du lieutenant. Le mécanicien militaire s'exécute et se fait accompagner par le caporal Abdou Kompaouri. C'est le début de leur problème.
Et lorsqu'il est interpellé en janvier 2015 pour répondre des chefs d'accusation de complicité, d'attentat à la sûreté de l'État, de coups et blessures volontaires et de meurtre, le sergent Yaya Guiré relate sa mésaventure et charge l'adjudant-chef. Pour Bonjate Dibloni, c'est une attitude humainement compréhensible. Le sergent Yaya Guiré et le caporal Abdou Compaoré lui en veulent d'avoir changé le cours de leur destin en les appelant cet après-midi du 17 septembre 2015 pour l'admission de dépannage. Et pour étayer son propos, il prend un exemple on ne peut plus explicite. Je cite. « Monsieur le Président, si vous envoyez votre chauffeur pour jouer au PMB et qu'en cours de route, il est victime d'un accident, il ne comprendra pas que c'est son destin, il vous en voudra de l'avoir envoyé. » Fin de citation. Pour son conseil maître Isaac Ndorimana, ce sont des allégations mensongères à l'encontre de l'adjudant-chef. Et l'auxiliaire de justice de se réserver le droit d'attaquer le sergent Yaya Guiré pour délation. Seule une confrontation à la barre permettra de connaître la vérité. À sa suite, c'est au tour du sergent Salif Kouldiati, un condamné dans l'affaire poudrière de Yimdi, de se présenter à la barre. Le parquet militaire lui reproche les faits de complicité d'attentat à la sûreté de l'État, des coups et blessures volontaires et de meurtre. Des infractions qu'il refute et présente son agenda du 16 septembre 2015 et jour suivant. Selon le sous-officier, le 16 septembre 2015, c'est depuis son domicile qu'il apprend l'arrestation des autorités de la transition sur une chaîne de télévision étrangère. Quelque temps après, il entend des coups de feu en provenance de Ouaga 2000. Il se rend au camp et y passe la nuit. Le quartier est consigné. Dans la matinée du 17 septembre 2015, il prend part au rassemblement de son groupement et le reste de son temps, poursuit-il, il l'occupera à des parties de causerie avec son binôme Suleiman Kone, lequel est commis à la garde des autorités arrêtées. Il ne quittera le camp qu'à la date du 26 septembre 2015. Une version qui ne convainc ni la partie civile ni le parquet militaire. Selon les deux parties, la présence répétée du sergent Salif Kouldiati aux côtés de son binôme Suleiman Kone a permis de renforcer la position des putschistes. Par conséquent, il est comptable des blessures consécutives aux événements du 16 septembre 2015 et jours suivants. Pour maître Pascal Ouedraogo, l'avocat de l'accusé, une partie de causerie ne saurait constituer une infraction de complicité d'attentat à la sûreté de l'État. Il demande donc au parquet militaire de revoir sa copie et de trouver un élément matériel à charge contre le sergent. À la fin de leurs auditions respectives, le sergent Salif Kouldiati et l'adjudant-chef Bonjate Dibloni ont tous deux déploré les pertes en vies humaines lors des événements de septembre 2015 avant de demander pardon à la nation. Alors après un mois d'interrogatoire des accusés, le tribunal militaire s'accorde une pause de 3 semaines. Mais avant la reprise prévue le 16 août prochain, les avocats apprécient le chemin parcouru. Ils s'expriment au micro de Zoubaviel David Abiré. Sur les 84 accusés dans l'affaire du putsch de septembre 2015, ils sont 27 à être passés à la barre à ce jour pour répondre des chefs d'accusation d'attentat à la sûreté de l'État, de coups et blessures volontaires et de meurtre. Et des différents interrogatoires au fond, il ressort des détails qui, selon les avocats de la partie civile, permettent aujourd'hui de se faire une idée précise sur les événements du 16 septembre 2015 et jours suivants. Dans l'histoire de ce pays, jamais, comme d'ailleurs certains avocats l'ont relevé, jamais dans une affaire de coup d'État, il n'y a eu de procès. Et d'ailleurs, certaines personnes étaient sceptiques quant même à la tenue de ce procès. Donc pour nous déjà, en tant que victimes, partie civile, c'est déjà la première victoire d'étape. Ensuite, vous voyez que déjà au regard de ce qui se dessine, des déclarations des uns et des autres, nous avons envie de dire le porteur robot déjà de ce qui s'est passé, de qui a pu sortir sur le terrain pour causer ce que nous avons connu comme dégâts humains et matériels dans ce pays. Pour les avocats de la défense, ces auditions sont une avancée dans la procédure, certes, mais il va falloir procéder à des confrontations avant d'établir des certitudes. Et surtout, il faut apporter des preuves matérielles pour confondre les accusés. Nous sommes qu'au début du dossier, l'instruction, à partir donc des éléments des PV. Peut-être que le parquet a d'autres éléments. Dans tous les cas, tous les éléments du dossier seront rendus publics, débattus et discutés. Chacun se fait son opinion. Voilà.
Maintenant, par rapport aux éléments de preuve, c'est essentiellement ce que chacun des accusés donc aura à décliner à la barre et les éléments que le parquet pourrait exciper ou en tout cas soulever ou présenter à son égard et puis il en discute. Les auditions des 57 autres accusés reprendront courant août prochain. Plus de 300 témoins et parties civiles sont également attendus à la barre dans les jours et mois à venir. Et plusieurs pièces à conviction à charge ou à décharge pour les accusés sont promises par les parties prenantes à ce procès. Le procès reprend le jeudi 16 août 2018 à 9h au tribunal militaire de Ouagadougou. Dans le journal également, le Burkina Faso présente ses mesures fortes en matière de lutte contre la désertification. C'est à travers un rapport biennal qui insiste sur l'importance des actions du gouvernement burkinabé et des partenaires au développement pour restaurer et réhabiliter les terres dégradées et contribuer aussi à la réalisation des objectifs de développement durable dans le pays. Maxime Zongo. Du fait de l'action de l'homme et de bien d'autres facteurs, la désertification gagne du terrain. Face à cette menace persistante, les Nations Unies ont engagé la riposte à travers de nombreuses initiatives. Au nombre de celles-ci, la Convention sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse. Notre pays est parti à cette convention depuis 1996. Et il y a un certain nombre d'obligations qui sont faites aux parties, dont justement la présentation d'un rapport biennal sur l'état de mise en œuvre des plans d'action respectifs. À l'issue de cette concertation de Ouagadougou, le rapport du Burkina sera validé par les experts, toute chose qui permettra à notre pays d'être à jour vis-à-vis de ses engagements avec la Convention. Une fois adopté, ce rapport qui contient un certain nombre de mesures fortes, selon le secrétaire général du ministère en charge de l'environnement, permettra au Burkina de réduire significativement les effets de la sécheresse dans notre pays. Et puis, le groupe d'action recherche pour la gouvernance forestière a conduit une caravane de plaidoyer à Kongoussi dans le BAM et à Gomponsum dans le Passoré. L'objectif étant de sensibiliser et d'échanger notamment sur les textes et réglementations en matière de gestion forestière. Des détails avec Ismaël Sirima. La vulgarisation des textes et réglementations du secteur agro-silvopastoral est la raison de cette rencontre. Le Centre pour la gouvernance forestière présente aux populations de Kongoussi le contenu du code forestier. Dans son article 38, il stipule que la gestion des forêts est assurée par les collectivités territoriales. En matière de gestion des forêts, il est demandé aux communes de créer des forêts et de les classer, et de sorte à pouvoir en avoir la pleine gestion. Effectivement, on ne constate pas une appropriation également à ce niveau. Après la mise à niveau des connaissances sur les textes de loi liés à la gestion forestière, les populations ont proposé des solutions pour mieux sauvegarder leurs forêts. Pour vraiment mieux surveiller leurs brousses, c'est d'abord responsabiliser les élus locaux et en plus il faut mettre en place des comités de surveillance de la brousse. Par la suite, elle ajoute que ce comité de surveillance des forêts doit concerner les habitants de plusieurs villages qui auront pour arme le repérage et la dénonciation. Également, les femmes de Kongoussi ont demandé un terrain pour en faire un parc à Karité. Nous participons à la question aux questions de reboisement avec la formation de pépiniéristes, la disponibilisation des plantes à coût bas. À la suite de Kongoussi, l'équipe du Centre pour la gouvernance forestière et son partenaire TUAID ont fait le déplacement de Gomponsum dans le Passoré. Là-bas, les échanges ont porté aussi sur la gestion des forêts. Le 24e tirage de la tranche commune Entente est intervenu hier dans la soirée à Ouagadougou. Le Burkina Faso s'en sort à ce tirage avec le plus grand nombre de gagnants. Mais les 10 millions de francs CFA de cagnotte partent en Côte d'Ivoire. Oumar Zambré.
Le gros lot de la 24e édition de la tranche commune Entente revient à un Ivoirien, ici représenté par le directeur général de la Loterie nationale de son pays. Au bilan du tirage, les ambassadeurs burkinabés, eux, s'en sont tirés avec des lots allant d'1 million à 5 millions de francs CFA. Donc cette année, j'ai pris 7 et le 7e, voilà les 3 envions. Bon, c'est un sentiment de joie qui m'anime. Je suis très content d'avoir les 4 millions. Bon, ces 4 millions vont me servir à amorcer mes dépenses familiales. Et je peux utiliser ça aussi pour des projets d'élevage aussi. Le tirage s'est déroulé sous un œil attentif d'un jury composé d'un huissier et des représentants des loteries nationales des 5 pays membres du Conseil de l'Entente. Plusieurs activités étaient au programme de la 24e édition de la tranche commune Entente. Des activités dont le déroulement aura connu un succès selon le directeur général de la LONAB. Ce soir, nous avons assisté au tirage des gros lots. Et vous avez vu que le plus petit lot était de 1 million, le plus gros lot était de 10 millions. Nous sommes tous satisfaits du déroulement du tirage qui s'est passé dans l'équité et tous les gagnants sont convaincus de la transparence du tirage. Nous félicitons tous les clients. Le 24e tirage du programme extraordinaire régional de la tranche commune Entente s'est achevé par une remise de clés de la 25e édition au Togo, pays dans lequel rendez-vous est donné l'année prochaine. Et en marge de ce tirage, la LONAB, la Loterie nationale burkinabé, vient au secours des plus démunis avec 1000 tonnes de céréales mises à la disposition de la SONAGES. Des vivres qui viennent à point nommé si l'on sait que les populations vulnérables sont en période de soudure. Moumouni Soubega. La LONAB, la Loterie nationale du Burkina, vole au secours des personnes démunies. Ce sont au total 1000 tonnes de vivres d'une valeur de 225 millions de francs CFA que la nationale des Jeux du hasard remet à la SONAGES au profit des personnes identifiées par le département de l'agriculture comme étant en situation d'insécurité alimentaire. Et je suis satisfait d'autant plus que ça permettra aux personnes vulnérables sur le terrain d'avoir un peu plus de céréales en cette année que vous savez très difficile. Cette remise de dons marque le début de la mise en œuvre d'une convention que les deux parties viennent de signer. Pour le directeur général de la LONAB, c'est un geste qui matérialise la solidarité de son institution envers les personnes en situation difficile. En période de famine, la solidarité se manifeste spontanément pour soutenir les familles qui n'ont pas connu de très bonnes récoltes. Nous avons donc signé la convention avec la SONAGES pour acquérir les vivres que nous remettons au ministère chargé de la solidarité nationale. La LONAB tient ainsi sa promesse faite à l'occasion de la célébration de son jubilé d'or. Pour la secrétaire d'État en charge de la solidarité nationale représentant le ministre de tutelle, cet élan de solidarité vient renforcer les interventions de la SONAGES dans la prise en charge des personnes en situation de vulnérabilité alimentaire. Et puis, 600 sortants de l'École nationale des enseignants du primaire de Lumbila, une sortie de promotion intervenue ce 26 juillet en présence de Haruna Mari. Apte à servir l'école burkinabé, 98,84%. C'est le taux de réussite de cette cuvée 2018 de la 32e promotion des élèves maîtres de l'École nationale des enseignants du primaire, ENEP de Lumbila. Sur les 642 stagiaires, un seul a été recalé à l'issue des 2 ans de formation. Le comportement compte beaucoup dans l'enseignement. Donc c'est un problème comportemental qui fait que en fait, cet élève n'a pas pu passer avec les autres. Donc nous sommes très satisfaits, en tout cas de la prestation. Et encore, ce n'est peut-être pas parce qu'ils sont là, mais c'est une des promotions qui a été très sage. Sur le plan pédagogique, nous avons appris beaucoup de choses. Sur le plan social, nous avons appris beaucoup de choses. Et sur le plan comportemental, le savoir-vivre, le savoir-faire, en gros, le savoir-faire, le savoir-être, nous l'avons bien appris ici. Après cette étape, l'école de la vie s'ouvre désormais à ces nouveaux éducateurs. Pour le parrain, il est impératif de cultiver la graine de l'excellence pour faire reculer les frontières de l'ignorance au Burkina Faso. Un enseignant doit être intègre, et il doit être toujours à l'heure au travail
il doit donner le bon exemple aux enfants parce que les enfants aussi copient et plus les enseignants même que les parents. Cette sortie de promotion a servi de tribune pour magnifier l'excellence au niveau des élèves et élèves maîtres les plus méritants de l'école annexe et de l'ENEP de Lumbila. Le corps enseignant et d'autres agents de l'école ont aussi été honorés. Et puis l'école Bagré périmètre B, l'école qui a fait du 100% de taux de réussite, et son directeur surnommé Monsieur 100%, vient d'être honoré au cours d'une cérémonie, compte rendu avec Olopoda. La récompense au bout de l'effort, une moto pour saluer un palmarès record de Jean-Étienne Belem-Niegré pour qui le taux de 100% de succès au certificat d'études primaires est devenu une tradition. 10 ans de constance dans le succès, la discipline et le dévouement au travail qui lui valent des lauriers ce jour. Cette reconnaissance, loin d'être une consécration, est pour Belem-Niegré une invite à continuer dans l'excellence afin de perpétuer l'œuvre de ces anciens enseignants qui eux aussi faisaient du 100%. C'est tous les acteurs du système éducatif que vous avez honorés. Je vais toujours garder vraiment cette dynamique de travail, toujours aller à l'avant, en tout cas pour la quête vraiment de l'excellence. À notre temps, nos enseignants avaient pour objectif de nous voir réussir. Nous ont contaminé cela et je suis très fier aujourd'hui qu'un de mes anciens élèves ait voulu me ressembler et a peut-être fait mieux que moi. Il n'y a pas de héros solitaire. En éducation, la victoire est commune. C'est la vision de Bagré Paul qui a récompensé tous les 62 élèves admis au CEP, tout comme les enseignants de l'école Bagré périmètre B. Des dons constitués de kits scolaires pour les élèves, du matériel didactique et des enveloppes d'encouragement pour le corps enseignant. Les enseignantes qui ont tenu la classe de CM2 ces 3 dernières années reçoivent chacune un ordinateur. Pôle de croissance signifie également un pôle d'excellence. Et à ce titre-là, nous avons voulu ici créer un esprit d'émulation et de compétition vertueuse au niveau donc des communautés éducatives, n'est-ce pas, de toute la zone du pôle de croissance. Nous avons été dépêchés par son Excellence, Monsieur le Président du FASO, qui en plus effectivement de la lettre de félicitations qui a été envoyée à Monsieur Belem-Niegré, a tenu à ce que nous puissions venir l'appuyer. C'est vrai, peut-être qu'il existe des Belem-Niegré partout, mais en tout cas ce Belem-Niegré l'a fait la fierté de la nation et le président tient à ce que effectivement on puisse l'appuyer, on puisse l'encourager pour qu'il serve de modèle afin qu'on puisse donner un coup de pouce à l'éducation. Vous savez très bien que l'éducation est une priorité pour le chef de l'État. Il en a fait un cheval de bataille dans le PNDS et donc c'est la preuve palpable que les autorités sont autour de ce personnage qui fait du bon boulot et qui peut servir d'exemple pour tous les enseignants de Burkina Faso. Pour immortaliser les 10 ans de 100% au CEP de Jean-Étienne Belem-Niegré, 10 plans sont mis en terre. Le bonheur du monde éducatif, Bagré Paul l'a partagé avec la brigade territoriale de gendarmerie de Bagré qui reçoit ici un moyen roulant. Un véhicule qui va sans doute contribuer à la préservation de la sécurité et de la quiétude des populations pour un développement économique et humain de cette zone d'utilité publique. À l'étranger, c'est fini en Afrique du Sud pour le sommet 2018 des BRICS, regroupant les principaux marchés émergents comme le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud. Ce sommet a réuni les dirigeants des pays des BRICS, mais aussi les délégués des milieux d'affaires et des représentants de pays tiers tels le Rwanda ou le Togo. Le 10e sommet des BRICS, les 5 grands pays émergents, s'achève en Afrique du Sud. Dans leur déclaration finale, les dirigeants brésiliens, russes, indiens, chinois et sud-africains ont dénoncé la menace que fait peser la politique américaine de Donald Trump sur le commerce mondial. Ils ont appelé à un respect des règles de l'OMC. Le message primordial, c'est que nous devons travailler ensemble. Les 5 pays membres doivent travailler ensemble sur les défis communs. L'un d'entre eux étant de faire en sorte qu'on ne se trouve pas à la traîne de la 4e révolution industrielle et que nous continuions à défendre d'une seule voix le multilatéralisme qui est menacé.
Le président chinois Xi Jinping et son homologue russe ont insisté sur la nécessité d'une plus grande coopération entre les BRICS, car celle-ci a un potentiel énorme. Les 5 dirigeants ont aussi plaidé pour renforcer leur coopération avec l'Afrique. C'est tout pour ce journal. L'actualité revient sur la RTB à 22h30 avec Christine Koulibaly. D'ici là, excellente suite de programmes sur la RTB. Au revoir.